Il existe des histoires qui ne nous quittent jamais. Des visages figés dans la lumière d'un projecteur, des rôles si puissants qu'ils finissent par effacer l'être humain derrière le masque. Et puis, parfois, l'actrice décide enfin de parler. Non pour se plaindre, mais pour réparer. Pour reprendre ce que la gloire lui a volé. Sa voix. À 85 ans, Michel Mercier ne cache plus rien. Sa confession n'est ni un règlement de compte, ni une plainte. C'est un acte de libération. Calme, lucide, mais déchirant. Elle confirme ce que l'industrie a longtemps étouffé. Derrière la splendeur d'Angélique, il y avait une femme brisée, trahie, oubliée. Avant d'entrer dans les coulisses de cette vérité bouleversante, pensez à vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, nous révélons les histoires cachées derrière les légendes du cinéma. Des vérités oubliées, des destins brisés, des voix qu'on a trop longtemps réduites au silence. Activez la cloche pour ne manquer aucune révélation. Et dites-nous en commentaire, pour vous, qui est vraiment Michel Mercier? L'icône ou la femme derrière le mythe? Josette Mercier naît un 1er janvier, comme un présage de renouveau, à Nice, dans une maison aux volets blancs et aux murs tapissés d'exigences. Dans ce cocon bourgeois, on ne parle pas d'art ou de passion folle, mais de rigueur, de science, de continuité. Son père, un pharmacien renommé, incarne la réussite par l'ordre. L'avenir de sa fille est tout tracé. Reprendre l'entreprise familiale, allier prestige, sécurité et réputation. Une vie droite, bien rangée, sans accroc, sans surprise. Mais dans cette atmosphère feutrée, la petite Josette n'obéit pas au destin qu'on tente de lui imposer. Très tôt, un feu discret mais ardent brûle en elle. Elle ne joue pas à la marchande comme les autres enfants. Elle danse. Elle invente des spectacles dans sa chambre, s'enroule dans les rideaux, fait des révérences devant des spectateurs invisibles. Le carrelage devient scène, la lumière devient projecteur. Tandis que les adultes parlent d'ordonnances et de formules chimiques, elle rêve de chorégraphie, de tutus vaporeux, de salles qui s'illuminent au lever du rideau. Elle veut bouger, vibrer, raconter avec son corps ce que sa voix encore fluette ne peut pas exprimer. À seulement 5 ans, elle réussit l'impossible, convaincre ses parents de l'inscrire à l'école de ballet de l'Opéra de Nice. Une petite silhouette sérieuse entre dans le monde impitoyable des petits rats, où chaque pas compte, chaque faute est corrigée avec précision, où la douleur est une compagne fidèle. Mais elle s'accroche. Elle se lève avant l'aube, attache ses cheveux avec rigueur, serre les dents dans les pliés douloureux. Le studio devient son sanctuaire. Là où d'autres enfants se plaignent, elle s'épanouit. Chaque mouvement la rapproche d'un ailleurs, d'un soi plus profond. À l'adolescence, elle brille. Sa grâce est évidente, sa technique impeccable. Elle attire les regards, les compliments. Mais chez elle, rien ne change. Son père, figé dans ses certitudes, voit toujours la danse comme un passe-temps charmant, un caprice de jeunesse. Pour lui, le monde réel l'attend, celui des affaires, des responsabilités. Il ne l'encourage pas, il la freine. Il lui répète que les rêves ne paient pas les factures. Alors, à 17 ans, elle décide de se libérer de l'étau familial. Un matin, elle boucle une valise, embrasse sa mère, affronte le regard glacial de son père et quitte tout pour Paris. Un acte de rébellion. Un acte de survie. Dans la capitale, elle s'immerge dans les ballets de Roland Petit, rejoint ceux de la Tour Eiffel et finit par danser au mythique théâtre des Champs-Élysées. Chaque scène est une victoire. Chaque ovation est un écho de liberté. Elle vit pauvrement, dans des chambres minuscules, partage des repas maigres avec d'autres artistes, mais son cœur explose de joie. Elle est enfin là où elle voulait être, en mouvement, en lumière. Mais la gloire est fragile. Le rêve tangue. La compagnie pour laquelle elle travaille fait faillite. Du jour au lendemain, les rideaux se ferment, les salaires ne tombent plus et les rôles disparaissent. Son rêve de devenir danseuse étoile, patiemment construit à la sueur de ses pointes, s'éteint. Et pourtant, une autre scène, plus grande encore, s'apprête à l'appeler. Le cinéma, celui qui dévore, qui exalte, qui fige dans l'éternité. Et cette fois, il n'est plus question de danse, mais d'image et d'identité. Nous sommes en décembre 1956. Une veille de Noël. Le salon est empli d'éclats de voix, de rires feutrés, de verres qui teintent. Une soirée comme tant d'autres chez les Mercier. Mais dans l'ombre, le destin s'apprête à frapper. À table, 2 invités inattendus, Denis de la Patelière, réalisateur respecté, et Michel Audiard, plume acerbe du cinéma français. Ils cherchent une actrice. Pas une vedette, une présence, une émotion, une beauté rare, certes, mais surtout une intensité. Ils ont un petit rôle à pourvoir dans le prochain film, Retour de Manivelle, aux côtés de Michel Morgan et Daniel Gélin.
Josette hésite. Elle se dit danseuse, pas comédienne. Le cinéma l'intimide, lui semble étranger. Et pourtant, poussée par un instinct mystérieux, ou peut-être par une lassitude de devoir tout reconstruire, elle finit par accepter. Son père, curieusement, l'encourage. « Au moins, on te verra à l'écran une fois », glisse-t-il, comme s'il pressentait que cette première fois ne serait pas la dernière. Mais avant de tourner, une étape cruciale. Son prénom, Josette, jugent les producteurs, sonne trop vieillot, trop désuet. Il faut un nom de scène. Elle pense à sa petite sœur, emportée trop jeune par la maladie. Elle s'appelait Michel. Alors ce sera Michel. Michel Mercier. Un choix intime, poignant. Ce prénom devient son masque, son armure, et bientôt son fardeau. Car quelques mois plus tard, un rôle va venir bouleverser sa vie. Celui que tout ont refusé. Brigitte Bardot, trop occupée. Marina Vladi, pas convaincue. Les producteurs de la saga Angélique cherchent désespérément leur marquise des anges. Ils écument l'Europe, auditionnent sans relâche. Et un jour, ils tombent sur Michel, en plein tournage en Italie. Elle a 25 ans. Une beauté sculpturale. Un regard franc, presque sauvage. Le test est impitoyable. Essai caméra, scène dramatique, essayage, maquillage, dialogue en costume. Elle passe chaque épreuve. Et elle l'obtient. Elle devient Angélique. Et tout explose. Le succès est fulgurant. Le public est envoûté. Les salles sont pleines. Les affiches s'arrachent. Les femmes volent sa coiffure, ses robes. Les hommes fantasment. 5 films s'enchaînent. Michel Mercier devient une superstar. Mais derrière le sourire et les flashs, une autre réalité se dessine. L'enfermement. Elle n'est plus perçue comme une actrice. Elle est devenue Angélique. Rien d'autre. Les rôles sérieux se font rares. Les propositions originales s'évaporent. Quand elle demande à améliorer les dialogues, à rendre son personnage plus crédible, on l'écarte. Quand elle réclame un salaire à la hauteur du succès, on la traite d'ingrate. Elle ne touchait que 50 000 francs par film. Une somme dérisoire comparée aux millions que généraient ses apparitions. Et lorsqu'elle refuse de tourner les 6e et 7e volets, les producteurs la menacent, la discréditent. Mais elle tient bon. J'ai tout essayé pour échapper à Angélique, dira-t-elle plus tard. Mais elle me rattrapait toujours. Cette phrase, simple en apparence, est le reflet d'un drame plus profond. Celui d'une femme talentueuse, réduite à une image. D'une artiste, condamnée à rejouer éternellement le même rôle. Le monde l'acclame, mais ne l'écoute pas. Il l'admire, mais ne la comprend pas. Et pourtant, dans l'ombre des paillettes, Michel Mercier prépare une révolte. Une révolte silencieuse, digne. Elle ne veut plus être une icône. Elle veut être libre. Ce combat, elle le mènera jusqu'au bout. Et c'est peut-être dans ce refus de plaire à tout prix que réside sa plus grande force. Angélique l'élève et l'étouffe. Dès les premières semaines du tournage, Michel presse le piège derrière la promesse. Ce personnage de femme libre, fougueuse, indépendante, qui séduit tant à l'écran, devient hors caméra une prison dorée, un double dont elle ne pourra plus se défaire. Le public l'adore. Les salles de cinéma débordent. Les robes, les coiffures, les posters, tout s'arrache. Elle devient une icône de beauté et de sensualité. Mais les projecteurs qui l'éclairent masquent les chaînes invisibles qu'on lui passe. Très vite, les producteurs la figent dans ce rôle. Ils ne voient plus en elle qu'Angélique, l'amante rebelle, la marquise impétueuse. Lorsqu'elle demande des dialogues plus modernes, plus profonds, on lui rit au nez. Lorsqu'elle réclame une rémunération à la hauteur du succès colossal des films, on la punit, silencieusement, méthodiquement. On l'éloigne des autres projets. On sabote ses espoirs de diversité. Le message est clair, elle n'est pas là pour penser. Elle est là pour séduire, réciter et sourire. Elle ne touchera jamais plus de 50 000 francs par film. Une somme indécente, comparée aux recettes mirobolantes générées par la saga. D'autres s'enrichissent, bâtissent des carrières sur son image. Elle reste enfermée dans un corset, aussi symbolique que physique. On lui refuse les rôles dramatiques, on lui rit au nez quand elle part de théâtre, on lui ferme la porte quand elle ose rêver plus grand. Alors, un jour, elle refuse. Elle dit non aux volets 6 et 7 d'Angélique. Non à l'exploitation. Non à cette caricature qu'on a fait d'elle. Mais le personnage qu'elle a incarné avec tant de passion, qu'elle a porté à bout de bras, la suit comme une ombre. Dans la rue, dans les lettres de fans, dans les regards qu'on pose sur elle, elle n'est plus Michel. Elle est Angélique pour toujours. Un mirage devenu identité, un triomphe devenu malédiction. Elle voulait exister au-delà des crinolines, des sourires figés, des amours épiques.
Elle voulait jouer des femmes vraies, imparfaites, puissantes, douloureuses. Mais l'industrie, trop souvent misogyne et paresseuse, n'en voulait pas. Alors Michel, la vraie, s'efface un temps. Mais elle ne disparaît pas. Elle se battra. Autrement, Michel Mercier a dit non. Et à une époque où peu de femmes osaient. Non aux avances des puissants, non aux mains qui s'égarent, non aux regards complices de ceux qui savaient et se taisaient. Non aux compromis humiliants, non au c'est comme ça, non au silence imposé. Bien avant l'ère de #MeToo, Michel dénonçait. Pas en criant, mais en résistant, en payant le prix fort, en gardant la tête haute. Dans les coulisses d'un cinéma qui vendait des rêves et détruisait des âmes, elle se dressait seule. Un producteur italien, influent, sûr de lui, tente de négocier un rôle avec son corps. Elle ne réfléchit pas, elle lui crache au visage. Le choc est immense. Lui, intouchable, humilié. La conséquence, une année entière sans aucune proposition de film en Italie. Mise au ban, mise à mort artistique. Non pour avoir fauté, mais pour avoir dit non. À Paris, rebelote. Un autre producteur, puissant, adulé, tente sa chance sur son impunité. Elle l'envoie valser littéralement. À un coup de pied précis, sans équivoque. Il ne recommencera pas. Mais elle, à nouveau, est étiquetée. Difficile. Instable. Ingérable. Des adjectifs poignards utilisés pour briser les femmes qui ne plient pas. On ne la félicite pas pour son courage. On la punit pour son refus. Et pourtant, elle persiste. Elle aurait pu tourner 100 films. Elle en choisit 30. 30 rôles où elle se respecte. Où elle ne se travestit pas. Où elle ne troque jamais sa dignité contre une scène. Dans chacun, elle met son âme, sa vérité, sa colère parfois, sa douceur souvent. Elle ne veut pas être aimée à tout prix. Elle veut être comprise, entendue. Ce n'est pas une ambition. C'est un besoin vital. Tandis que d'autres se taisent pour survivre, elle choisit l'exil. Elle refuse des projets, quitte des plateaux, claque des portes. Elle sacrifie sa carrière pour son intégrité. Et ce geste, qui paraît fou dans un milieu obsédé par la visibilité, devient son étendard. Ce courage, longtemps ignoré, est aujourd'hui reconnu. Michel Mercier n'était pas seulement une beauté de cinéma. Elle était une combattante, une pionnière, une femme debout dans un monde qui voulait la courber. Et si elle a été blessée, elle n'a jamais été vaincue. Elle a aimé profondément. Elle a cru. Et trop souvent, elle a perdu. Car l'amour, chez Michel Mercier, n'a jamais été une simple romance. C'était une quête, un refuge, une foi, et parfois une illusion cruelle. Son premier grand amour, Gianni Esposito, n'était ni une star ni un homme de pouvoir. Il était poète, mystérieux, habité d'une lumière intérieure rare. À ses côtés, Michel découvre une forme d'amour spirituel, presque mystique, qui la touche bien au-delà du physique. Leur lien est si fort que, lorsqu'un prince l'approche, le chadirant en personne, fraîchement séparé de Soraya, pour lui proposer de devenir son épouse, elle décline. Ce n'était pas un conte de fées. C'était un caprice royal. Et elle ne voulait pas d'un trône sans tendresse. Je ne peux pas imaginer un mariage sans amour, dira-t-elle plus tard. Cette phrase résume toute sa vie sentimentale. Elle voulait aimer pour vrai, ou pas du tout. Puis vient André Essémagé, assistant réalisateur, qu'elle épouse en 1961. Elle croit avoir trouvé l'équilibre, un homme du milieu, capable de comprendre ses doutes, ses exigences. Mais derrière le vernis, la noirceur, alcoolisme, instabilité psychique, crises répétées, internement, violence latente. Et dans une France où le divorce reste un labyrinthe légal, elle est piégée. Prisonnière d'un mariage toxique, elle lutte, endure, espère. Il lui faudra des années, des larmes et un lourd accord financier pour se libérer. Mais à quel prix? Une partie de son innocence s'effondre. Elle tente encore. Elle croit encore. Claude Bourillot, ancien pilote devenu conseiller politique. Elle le suit à Hollywood, pense pouvoir recommencer à zéro. Produire, créer, aimer. Mais l'Amérique se montre froide, fermée, arrogante. Les studios ne veulent pas d'elle. Trop française. Trop marquée par Angélique. Son couple s'éteint comme une étoile filante. Trop brillante, trop brève. Elle rentre. Enfin, elle pense retrouver un foyer, une paix. Elle tombe amoureuse d'un homme d'affaires suisse, discret, solide. Ensemble, ils élèvent ses 2 enfants comme une famille. Elle se rêve mère de cœur. Mais le bonheur est fragile. Il meurt d'un cancer foudroyant. Et comme il n'était pas marié, elle n'a droit à rien. Ni au deuil officiel,
ni à l'héritage. Encore une fois, elle doit repartir de zéro. Mais le plus cruel restait à venir. En 1996, elle croise René Leporc, jeune, brillant, charmeur, ambitieux. Il parle d'édition, de carrière, de respect. Elle y croit. Il la convainc de lancer une maison d'édition à Cannes. Elle accepte, signe, investit. Et il la détruit. Il falsifie sa signature, détourne plus de 400 000 €, s'enfuit à l'étranger. Elle découvre trop tard. Elle doit vendre ses meubles, ses tableaux, jusqu'aux robes d'Angélique. Il ne reste plus rien. Rien, sauf la honte. Et le vide. J'ai cru. Et j'ai été trahi. Mais elle ne se lamente pas. Elle regarde en face. Et avance. Encore. Car malgré les cicatrices, malgré les chagrins, Michel Mercier n'a jamais cessé de croire en l'amour. Même si l'amour, lui, l'a souvent abandonné. Quand les projecteurs s'éteignent, quand les rôles s'arrêtent, que reste-t-il? Pour Michel Mercier, il restait un corps abîmé, un cœur meurtri, une âme toujours debout. Dans ses années de maturité, la vie ne lui a pas offert le répit qu'elle méritait. Le sort s'acharne avec une cruauté presque symbolique. Un cancer de la peau, le plus agressif, un mélanome, vient frapper celle dont la lumière a toujours été l'allié. Ironie tragique. La femme baignée de soleil, célébrée par les caméras, doit désormais vivre dans l'ombre. Traitement lourd, interdiction de s'exposer au soleil, fatigue extrême. Mais elle encaisse, en silence. Et puis le corps cède. 2 chutes, 2 fractures, 2 pieds cassés. En quelques mois, elle perd sa mobilité. Elle ne peut plus marcher. Elle, l'ancienne danseuse étoile, clouée au lit, dépendante, vulnérable. Le monde continue, les journaux parlent d'autres stars. Mais elle apprend à se battre. Encore, rééducation, douleur, solitude. Et comme si cela ne suffisait pas, elle doit se séparer de son chien, ce bichon qu'elle appelait son fils, son confident. Trop faible pour s'en occuper. Une déchirure. Puis vient la mort de sa sœur, la dernière confidente, le dernier lien familial. Et là, le silence devient assourdissant. Elle confiera plus tard. Je me sentais entouré d'absents. Mais même dans l'ombre, elle résiste. Elle accepte. Elle pardonne, même à la vie. Aujourd'hui, à Cannes, dans un appartement baigné de soleil qu'elle ne peut plus toucher, elle vit doucement, lentement, mais debout. Un jardin porte son nom. Des lettres de fans affluent encore. Brigitte Bardot lui écrit. Le prince de Monaco lui rend hommage. Le monde n'a pas totalement oublié. Et surtout, elle ne fut plus Angélique. Elle qui l'a tant rejetée, tant reniée, tant combattue, l'embrasse enfin. Je suis Angélique. Et Angélique, c'est moi. Elle ne le dit pas avec nostalgie. Elle le dit avec paix. En l'acceptant, elle ne se rend pas. Elle reprend possession de son histoire. Elle ne subit plus son passé. Elle l'habite. Et dans cette lumière tamisée, loin des flashs, Michel Mercier renaît. Une dernière fois. Plus vrai que jamais. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir les récits oubliés, les vérités étouffées et les destins brisés derrière les légendes. Laissez un commentaire. Que vous inspire Michel Mercier? Likez, partagez et faites vivre sa mémoire. Car certaines femmes ne méritent jamais d'être oubliées.